messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Des accords sur toutes les questions inscrites à l'ordre du jour. Mouvance et opposition achèvent le 5e dialogue politique. Un comité de suivi sera mis en place pour le respect de ces accords. Les travaux de l'axe routier kilomètre 36 Koya traînent encore. L'entreprise demande 9 mois pour finir l'ouvrage. Le gouvernement, lui, fixe l'ultimatum à janvier prochain. L'université guinéenne prépare sa grande rentrée. Ce sera le 17 octobre. Le ministère de l'Enseignement supérieur ouvre la ligne d'inscription. Un nouveau site pour les admis du bac 2016 est disponible. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition qu'on ouvre par ces décrets. Le premier portant nomination d'un membre du Conseil économique et social. Le président de la République décrète. Article 1er. Monsieur Habib Atia, ingénieur bâtiment, président directeur général de Socadi, est nommé membre du Conseil économique et social au titre de la Confédération patronale des entreprises de Guinée en remplacement de Feu Morlaye Diallo, décédé. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel. 10 octobre 2016, professeur Alpha Condé. Décret portant nomination du directeur général de la LONAGUI. Le président de la République décrète. Article 1er. Monsieur Lansana Chérif Aïdara, juriste, est nommé directeur général de la LONAGUI. Article 2. Le présent décret prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 10 octobre 2016, professeur Alpha Condé. Décret mettant fin aux fonctions de 2 cadres au ministère des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime. Le président de la République décrète. Article 1er. Il a mis fin aux fonctions de M. Ibrahima Sourissila, coordinateur du programme régional pour l'Afrique de l'Ouest en Guinée, PRAO. Article 2. Il a mis fin aux fonctions de M. Mamadou Kaliba, coordinateur adjoint du programme régional pour l'Afrique de l'Ouest en Guinée, PRAO. Article 3. M. Ibrahima Sourissila et M. Mamadou Kaliba sont mis à la disposition du cabinet du ministère. Article 4. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celle du décret D 2014-27 PRG SGG, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 10 octobre 2016, à professeur Alpha Condé. Les victimes des différentes manifestations sociopolitiques seront prochainement identifiées et indemnisées. C'est l'un des aboutissements du dialogue politique qui a pris fin ce lundi à Conakry. Ces 5e négociations ont mis en place un organe de suivi pour veiller sur l'application des points acquis au cours des débats. Mouvance et opposition ont accordé leur violon sur toute la ligne. Mohamed Lamine Camara. Après 11 jours d'intenses travaux émaillés de discussions houleuses, les parties prenantes au dialogue politique sont parvenues à trouver un consensus global sur tous les points inscrits à l'ordre du jour de ces assises. Ce lundi, les négociateurs se sont mis d'accord sur la formulation d'identification et d'indemnisation des victimes des manifestations politiques. Un comité consensuel de suivi de l'accord issu de ce 5e dialogue politique interguinéen est mis en place. Nous sommes parvenus finalement à une formulation qui prévoit la création de 2 fonds d'indemnisation. Un premier fonds qui va être consacré au cas des personnes qui sont décédées ou qui sont handicapées, et un deuxième fonds qui va être relatif au pillage, aux personnes, aux Guinéens qui ont perdu des biens et qui devront également donc être indemnisés. Chacun de ces fonds va être géré par une structure ad hoc qui va être créée à cet effet, et les modalités et les formes de dédommagement vont être définies au niveau de ces structures. Il faut dire que ces fonds vont être domiciliés au niveau du ministère de l'Administration du territoire et ils vont être alimentés par l'État guinéen et par les partenaires techniques et financiers de notre pays. Nous sommes aujourd'hui donc, nous sommes tombés d'accord de laisser ce travail-là au gouvernement et que le ministère du tutelle se charge de l'indemnisation. Ensuite, l'opposition quand même a réitéré son engagement à respecter les principes
la loi sur les manifestations. Pour le Présidium et l'équipe des observateurs, c'est un ouf de soulagement. Les acteurs politiques ont privilégié le bonheur de la Guinée. Le dialogue est terminé. Les Guinéens peuvent désormais vivre en paix et en harmonie. La condition, c'est le respect des termes de l'accord. Et nous n'avons pas manqué de signaler la détermination du chef de l'État en personne à aller dans cette direction. C'est important que les acteurs guinéens trouvent des vraies solutions aux problèmes qui sont posés dans le pays. Nous avons participé comme observateurs, ce qui nous a permis effectivement de voir le déroulement, mais surtout d'observer, je dirais, plus de maturité dans la recherche de solutions qu'on a pu voir dans ce dialogue. La cérémonie officielle de la signature du rapport final sera programmée au palais Sékou Touréa. Demain à Conakry s'ouvrent des pourparlers sur la crise bissau-guinéenne. 25 acteurs majeurs de cette situation répondent à l'appel du président Alpha Condé. Le chef d'État guinéen, médiateur de cette crise, veut trouver des solutions durables. La délégation de la Guinée-Bissau est déjà à Conakry. L'accueil à l'aéroport de Conakry avec notre reporter Bernard Tunguino. À bord de cet avion, la délégation d'hommes politiques bissau-guinéens. Ils arrivent à Conakry pour 4 jours de discussion autour de la crise qui secoue ces pays voisins. C'est le ministre secrétaire général de la présidence qui est venu accueillir la délégation. Chacun des acteurs espère que le rendez-vous de Conakry permettra d'aplanir les dernières divergences pour une sortie définitive des crises. C'est avec beaucoup d'espoir que je suis venu à ces pays frères pour trouver une issue de notre crise. Et je suis convaincu qu'on trouvera une solution sous l'égide de son Excellence président de la République de la Guinée-Conakry. Notre grand désir, c'est de voir notre pays stable. Et c'est pour ça qu'on revoit cette mission comme une mission d'extrême importance, de beaucoup d'espoir pour la résolution de crise bissau-guinéenne. La rencontre de Conakry se tient à l'initiative du président Alpha Condé, médiateur de la crise bissau-guinéenne. Nous sommes ici effectivement sur instruction du président de la République, le professeur Alpha Condé, pour recevoir nos frères de Guinée-Bissau qui sont chez eux en Guinée-Conakry. Et nous sommes là aussi pour simplement jouer notre rôle de frère et aider dans la mesure de la mission qui a été confiée au chef de l'État, le président de la République, à une sortie de crise consensuelle en Guinée-Bissau. La vingtaine d'acteurs politiques, de la société civile et de religieux entament les travaux de pourparlers ce mardi sous l'égide de la CEDEAO. Des pourparlers qui interviennent au lendemain de la visite du président José Mario Vaz à Conakry. Des pourparlers que la RTG Coloma suivra également. Les assemblées du FMI et de la Banque mondiale, l'Afrique a rédigé un mémorandum en faveur du développement du continent. La Guinée fait partie des 4 pays qui seront les mieux accompagnés au terme de ces travaux. Plusieurs secteurs, dont les mines et l'énergie, vont bénéficier d'un plus grand appui. Fatoumata Sabora. Le groupe africain se fait entendre aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Dans un mémorandum, le groupe demande de renforcer la résilience, doper la croissance et favoriser la transformation économique en Afrique. Toutes choses qui boosteraient le développement du continent. Après la mise en place du marché aux enchères bilatérales de devises qui a eu lieu en début d'année et qui a participé à la stabilisation du franc guinéen, nous avons dit qu'il faut quand même qu'il y ait des efforts visant à établir un lien très étroit entre le marché d'échange et le marché de monnaie nationale, ce qui suppose
qu'il y ait la mesure la plus précise possible du montant de liquidité. On envisage cela avec le département MCM, peut-être en coopération bilatérale avec Banca Matrap. En tout cas, toutes ces questions ont été abordées et de tous ces côtés, on a eu un accueil favorable, en tout cas de bonnes dispositions des différents services de Fonds monétaire à accompagner la Guinée, à accompagner la Banque centrale de la République de Guinée. Cette année, l'on constate l'accroissement des ressources de l'IDA pour 4 pays africains, dont la Guinée. Pour le gouverneur de la BCRG, notre pays est dans de très bonnes dispositions au sein de la communauté financière internationale. Mais il y a aussi une volonté très affirmée de la Banque mondiale d'intervenir dans le secteur agricole en Guinée, de faire en sorte que, à côté du secteur minier, le secteur agricole puisse jouer tout le rôle qui est à la mesure du potentiel que ce secteur offre dans notre pays en termes de pluviométrie, en termes de disponibilité de sol et en termes de volonté politique affirmée par les autorités, à commencer par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Retour en Guinée, travaux publics. À quand la fin de la réhabilitation du tronçon kilomètre en Siskoya? L'entreprise avance la date de juillet 2017, une date que rejette la partie guinéenne. La ministre du département de tutelle estime que toutes les conditions sont réunies pour accélérer ces travaux. Elle veut la remise officielle de cette route pour janvier prochain. Ansoumane Toumani Camara. Les pluies ont baissé en intensité, mais sur l'éternel chantier kilomètre 36 Koya, aucune activité d'envergure n'est encore visible sur le terrain. Après la boue, les usagers affrontent maintenant la poussière. Ces travaux lancés depuis novembre 2013 ont connu plusieurs arrêts dus à divers facteurs. Et la fin du calvaire n'est pas pour cette année, annonce l'entreprise contractuelle. À la fin de juillet, le travaux sera terminé, sera achevé complètement. 2017. En visitant le chantier, la carrière de latérite et la base logistique où tous les engins sont immobilisés, la ministre des Travaux publics rejette cette autre proposition. On ne va pas accepter, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de pluie, il n'y a plus de problème de paiement, l'entreprise est payée, la mission de contrôle avait des problèmes, elle s'est remobilisée. Donc on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour avoir un rythme normal. J'ai demandé à l'entreprise, il faut qu'il nous sorte cette route au plus tard janvier 2017. Au plus tard, il faut qu'il nous sorte cette route. On est fatigué. Sur une distance de 17 km, il reste encore 10 km à construire et des ouvrages de franchissement à réaliser. Déjà, des dégradations sont visibles sur certaines parties de cette autoroute kilomètre 36 Koya qui a coûté à l'État guinéen plus de 466 milliards de nos francs. Criminalité en Afrique, Conakry accueille une réunion importante dans le secteur des télécommunications. Les travaux vont durer 3 jours, le temps de mettre en place un système d'alerte et de riposte. L'Afrique a de plus en plus d'utilisateurs Internet, environ 30% de la population, ce qui n'est pas sans inconvénient. Mamadou Salioubar. Depuis 1990, les États africains investissent dans les technologies de l'information et de la communication pour accélérer le développement socio-économique du continent. Résultat, 30% de la population africaine utilise l'Internet selon l'Union internationale des télécommunications. Un chiffre qui explique la recrudescence de la cyberattaque sur le continent. Pour restaurer la confiance et assurer la sécurité d'utilisateurs d'Internet, quelques États de l'Afrique échangent sur la mise en place d'un système d'alerte et de riposte aux incidents cybernétiques. Vous savez, le développement des technologies va avec le développement de la délinquance, des travers sociaux dans le cyberespace. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'opportunités d'affaires à travers le développement de l'écosystème des TIC, mais parallèlement, nous voyons également le développement de plusieurs formes de délinquance, plusieurs formes de travers sociaux. Donc, il est question de sensibiliser les pays, de renforcer les capacités de nos administrations pour leur permettre de mettre en place et de façon très efficace des structures pour d'abord la prévention, ceci traduit l'alerte précoce, mais la lutte contre toutes les formes d'attaque, toutes les formes de délinquance dans le cyberespace.
Pour l'instant, seuls 17 États africains disposent d'un système de sécurité contre la criminalité via Internet. Cette rencontre d'échange d'expériences devrait permettre aux autres États de se doter d'outils performants de lutte contre la cyberattaque. Les cyberattaques ou les incidents informatiques pour les utilisateurs des systèmes d'information constituent effectivement un danger parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les technologies de l'information et de la communication sont en train d'entrer dans nos mœurs. Nous sommes tous friands aujourd'hui des férus des TIC, mais pour autant, tous les utilisateurs ne sont pas sensibilisés sur les dangers. Nous nous exposons sans le savoir. Donc l'idée et l'objectif principal de cet atelier, c'est de former et de donner les outils aux pays qui n'ont pas encore de CERT, d'y aller en connaissance de cause, en définissant les services on va dire primordiaux importants qu'il y a pour un CERT, en définissant un processus de mise en place bien défini et efficace, et dernièrement à trouver ou à avoir les pistes de financement pour implémenter ces CERT. Considérées comme facteur de croissance économique, les technologies de l'information et de la communication sont devenues un moyen au service des États pour la réalisation des objectifs de développement durable. C'est pourquoi l'Afrique œuvre en faveur de la révolution numérique. La société civile s'offre une lecture de la gouvernance actuelle à Kindia. La plateforme nationale des citoyens pour le développement a passé en revue les activités menées par les gouvernants. Les cellules de veille citoyenne ont fait leur compte-rendu au cours de la rencontre. Kerno Ousmane Diado. 28 des 33 préfectures de la Guinée disposent de cellules de veille citoyenne. Des organisations composées d'acteurs de la société civile qui jouent le rôle d'alerte et jettent un regard sur l'usage des biens publics, entre autres. Mises sur pied par la PQ en 2014, ces cellules se retrouvent 2 ans après leur création pour faire le point. Ça a un peu changé parce que nous avons eu quand même à mener quelques activités qui ont abouti, telles que par exemple la sensibilisation de la population sur l'occupation anarchique du marché par exemple. Ça a empêché même notre préfet, la première personnalité, à rentrer réellement chez lui. Mais nous avons vraiment mené des activités qui ont pu faire que ça a changé. Installées au sein même de la communauté, les cellules de veille citoyenne de la PQD permettent de faire circuler l'information de la base au sommet, tout en tenant compte des préoccupations essentielles de la société. C'est un concept assez nouveau qui s'inscrit dans le cadre du contrôle citoyen de l'action publique que nous avons voulu institutionnaliser par la mobilisation des acteurs et les amener à s'impliquer dans la gouvernance de proximité, et aussi à en faire un espace qui est un espace ouvert à tous. Le programme concerté de renforcement des capacités des organisations de la société civile et de jeunesse soutient les cellules de veille citoyenne dans la perspective de les voir jouer un rôle important dans la bonne gouvernance en Guinée. Cela nous semble d'autant plus important parce qu'il doit générer des dialogues entre les acteurs locaux de la société civile et les pouvoirs publics au niveau local, dans le sens de leur donner des propositions au regard des dysfonctionnements qu'ils ont constatés. Pour nous, c'est la meilleure façon d'impulser le développement local et de faire de la société civile cet acteur qu'on appelle un acteur dynamique dans l'amélioration de la gouvernance. L'ambition exprimée à l'issue de la rencontre de Kindia est de voir ces cellules de veille citoyenne installées dans toutes les préfectures du pays et dans les 5 communes de Conakry. Prochain défi à relever pour la PQD les semaines à venir. Reprise des cours pour l'université guinéenne. La rentrée, c'est dans une semaine déjà. Un nouveau site est mis en ligne pour faciliter l'inscription des 36 000 admis au bac cette année. Le ministère de l'Enseignement supérieur prend aussi en compte la situation des personnes non orientées en 2015. Francis Collier. Le 17 octobre prochain, l'enseignement supérieur fait sa grande rentrée. Pour cette ouverture, 36 781 bacheliers de cette année et les non-orientés des saisons précédentes 2015 et 2014 seront reçus dans les universités privées et publiques du pays.
Sur 5 filières possibles, chaque candidat aura 5 choix obligatoires à faire, mais un seul sera validé. Cette année, le site d'inscription change de nom. Le portail Yoliba est remplacé par Dupôle. Les inscriptions vont durer 10 jours. Aujourd'hui, c'était l'occasion pour lancer officiellement les opérations de remplissage, c'est-à-dire d'expression des choix pour les jeunes bacheliers. Jusqu'au 19, cette opération va continuer. Chacun doit venir sur le site dédié à cette opération qui est gupol.gov.gn. Donc www.gupol.gov.gn et arriver sur le site qui est complètement autodocumenté et interactif. Ils auront toutes les explications concernant leur future carrière. Cette année, aucune institution d'enseignement public ou privé ne va recruter en médecine. Une mesure pour élever la qualité de la formation. Le quota d'étudiants à orienter au privé reste encore un mystère. Tout porte à croire que le processus d'assainissement de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique est lancé. La reprise donc des cours pour l'université guinéenne, ce sera le 17 octobre prochain. Et c'était ce matin, cette reprise côté enseignement technique et professionnel. Il faut dire que ça ne s'est pas vraiment bousculé dans les instituts, mais le département de tutelle a supervisé cette timide rentrée. Maurice Sidibé, Moussa Bangoura. RA 2016-2017 est effective ce matin dans les écoles techniques et professionnelles. Au centre de formation technique et professionnelle de Matoto, les étudiants n'étaient pas nombreux. On vient de recommencer les cours. C'est aujourd'hui l'ouverture de notre classe. Si tu commences très bien l'ouverture de la classe, maintenant tu vas suivre très bien. Mais parce que le chômage, ça ne fait rien, ça n'a rien à l'étudiant. Une mission du département de l'enseignement technique et professionnel sillonne quelques établissements de la capitale. Les autorités entendent imprimer une nouvelle dynamique à la formation technique. Les cours ont effectivement démarré. Les étudiants étaient là à 8 heures. Nous avons procédé à la montée des couleurs. On a souhaité les bienvenus aux étudiants. Et nous les avons demandé de rejoindre les salles de classe pour commencer à prendre leurs cours. Il y a 306 étudiants normaux qui devaient être là aujourd'hui, mais on a 126 présents. Au niveau national, on est à environ un peu plus de 60% de présence. À l'intérieur, les gens sont un peu plus assidus qu'à Conakry. À Conakry, les gens attendent toujours 2-3 jours avant de commencer. C'est assez classique, mais je pense que très bientôt, les classes vont être remplies, sachant que nous n'avons pas encore eu les orientations de l'enseignement supérieur en première année. Pour ce début des cours, ce sont les classes de la 2e et 3e année qui sont concernées. Ces 4000 nouveaux étudiants au compte de la première année, session 2016, toutes options confondues, vont reprendre le chemin de l'école dans 3 semaines. Et demain mardi, c'est la journée mondiale de la jeune fille, une occasion pour le ministère guinéen de l'action sociale d'appeler au respect de la condition féminine à travers plusieurs actions, notamment l'arrêt de l'excision, une déclaration de la ministre Hassana Bakaba traitée par Tawel Kamara. Suivez. La célébration de la journée internationale de la jeune fille est saisie par la communauté internationale comme une occasion de se pencher sur la situation des jeunes filles dans le monde. Pour l'édition 2016, la commémoration est placée en Guinée sous le signe de la visibilité des jeunes filles et des femmes à travers des actes concrets. Dans de nombreuses sphères, elles sont absentes des données statistiques essentielles qui pourraient amener à des changements, absentes des discussions portant sur des enjeux qui ont une incidence directe sur leur vie, absentes des positions de pouvoir et de prise de décision, absentes des espaces politiques, socio-économiques, alors que leur voix est indispensable pour engendrer des changements nécessaires à la concrétisation des objectifs du développement durable. Asmaou n'a jamais été à l'école. Elle vend quelques fruits et sachets d'eau fraîche que sa mère a réussi à emprunter aux commerçants de son quartier. Comme d'autres filles de sa localité, elle peut être mariée avant ses 18 ans. Pourtant, Asmaou rêve d'aller à l'école. Cette année,
Le thème de la journée internationale de la jeune fille est « Le progrès des filles, c'est le but du progrès ». Investir dans les adolescentes comme Asmaou, en leur permettant de rester à l'école, d'acquérir des compétences, de se marier tard, d'avoir des enfants bien portants, de gagner des revenus importants leur permettant d'investir dans leur famille et dans leur communauté. Ces investissements, d'une part, doivent être faits sur la base des données de haute qualité et, d'autre part, doivent informer sur l'impact et les résultats afin de pouvoir suivre les progrès. Le nouveau rapport sur l'état de la population mondiale 2016 sera lancé bientôt par le Fonds des Nations Unies pour la population et le gouvernement guinéen. Ce rapport examine la contribution de chaque acteur de la vie dans le développement harmonieux. En plus bref, avant de se quitter, ce deuxième débat hier aux États-Unis entre les deux candidats à la Maison-Blanche, le camp démocrate a fait des révélations sur des déclarations sexistes faites en 2015 par le candidat Donald Trump à l'égard des femmes. Ce dernier promet de faire enfermer Hillary Clinton s'il est élu, mais la candidate démocrate estime que Trump n'a pas les épaules pour être le successeur de Barack Obama. Haïti, plus de 1000 morts après le passage, il y a un peu moins d'une semaine, de l'ouragan Matthew. Des rafales de vent ont entraîné plusieurs blessés également. Et ce n'est pas tout. Le pays fait face à une épidémie de choléra qui s'est signalée. La maladie a déjà fait des victimes. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Tout à l'heure, dans 30 minutes, votre rendez-vous de lundi, l'entretien de Coloma. Bonsoir. Les bacheliers de tout profil confondu, session 2016, doivent se poser la question suivante.